aujourd'hui dans notre cours. La course décortiquée, c'est un cours que j'ai monté avec certaines influences qui viennent des quatre coins du monde. Je pense que la première influence, pas dans l'ordre chronologique, mais l'influence qui était la plus dominante dans ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'influence de Dr. Nicolas Romanov. Nicolas Romanov, c'est celui qui a instauré la méthode PAUSE. J'ai eu la chance de faire un stage d'entraînement avec lui à Columbus, en Ohio. Ça a été très, très formateur. Ça m'a ouvert les yeux sur plusieurs choses. J'ai adhéré à cette méthode-là. Par la suite, au fil du temps, j'ai modifié, adapté et me suis servi de différentes autres ressources pour bâtir une structure autour de mon modèle de course pour qu'il soit facilement accessible et transférable à ma clientèle. Alors, pendant 4 ans, j'ai été préparateur physique et entraîneur de l'équipe de triathlon des Forces armées de la base de la garnison de Saint-Jean. J'ai eu déjà une équipe privée également en triathlon. J'entraînais les coureurs de cette équipe-là. Il y avait des coureurs de fond également. J'ai eu la chance de travailler avec un coureur inexpérimenté et l'amener jusqu'à gagner le demi-marathon d'Ottawa chez les élites. J'ai eu la chance de faire ce cheminement-là avec un athlète de rien au sommet d'une compétition quand même de très bon niveau. J'ai la chance presque au quotidien de travailler avec des athlètes de vitesse. Je parle entre autres de mes athlètes de bobsleigh qui courent sur la piste régulièrement. Ils étaient là un petit peu plus tôt, vous avez croisé dans l'entrée peut-être les athlètes de bob que j'entraîne pour le sprint, également dans le but d'être plus efficace. Et personnellement, avec mes années avec l'équipe de bobsleigh, avec les différentes activités de course, tout l'entraînement que j'ai fait et l'athlétisme qui m'a permis également d'accéder à l'équipe nationale de bobsleigh, j'ai eu la chance de me faire coacher par différents coachs. J'ai eu la chance d'apprendre par différentes personnes et ce beau melting pot-là d'expérience a forgé un peu l'information que je vais vous distribuer aujourd'hui. Quand j'étais sur l'équipe nationale de bobsleigh, il y avait un coach qui s'appelait Andy Kupczyk, qui était polonais. Puis Bobsleigh Canada avait beaucoup d'argent à ce moment-là parce que Pierre Louders venait juste de remporter une médaille à Nagano. Puis on avait beaucoup de subventions. Puis l'équipe voulait juste aller chercher le meilleur entraîneur de course qui était disponible. Andy Kupczyk avait révolutionné l'athlétisme des années 80. Il avait parti de la Pologne, qui est un pays qui gagnait vraiment pas beaucoup de médailles en athlétisme, à un pays très, très compétitif. C'est lui qu'on est allé chercher. Donc, à cet automne-là, de 1999, j'ai commencé à me faire coacher personnellement par Andy pour améliorer ma technique de course. J'avais déjà mon petit bagage, j'avais déjà couru un peu et j'étais très sceptique. Même s'il avait fait de grandes choses, j'étais très sceptique. Parce que la première journée, qu'est-ce qu'il nous a fait faire? C'est enlever nos chaussures et courir nu pieds dans le gazon mouillé. Et c'est ce qu'on a fait presque toute l'avant-midi. Ensuite de ça, on est allé dans le gymnase, puis on a fait un paquet de roulades, de mouvements, d'étirements balistiques avec des ballons, tout ça. Bref, toutes des choses que dans notre tête n'avaient rien à voir avec courir rapidement sur 50 mètres pour pousser un bob vite. La plupart de l'équipe était sceptique, j'étais quand même le seul. Environ, peut-être 1 an après, Andy a été engagé par un club d'athlétisme américain. On l'a perdu comme coach. Et c'est quand on a continué à évoluer dans notre sport qu'on a réalisé à quel point il était bon, puis à quel point on n'était pas ouvert à apprendre ce qu'il voulait nous montrer. Ça a été une leçon d'humilité, je pense, pour moi puis pour la plupart des personnes qui étaient sur l'équipe, d'avoir manqué notre chance un petit peu avec lui. Puis évidemment, on a essayé de récupérer l'essence de ça au maximum pour essayer de devenir meilleur. On sait depuis ce temps-là, l'équipe Bobsleigh Canada, c'est un pays dominant en bobsleigh. Les athlètes sont extrêmement performants. C'est difficile d'accéder à cette équipe-là pour les hommes, pas pour les filles présentement. Et la plupart des fondements qu'on apprend dans la course de vitesse, il y a des fondements qui se transfèrent très bien aux distances moyennes et tout à fait également à l'endurance. Qu'aujourd'hui, quand on va parler de course, on parle de course en général, on ne parle pas de distance spécifique. Okay? C'est sûr qu'il y a des drills, des éducatifs qui sont spécifiques, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de bien comprendre la course. Parce que même si vous êtes un coureur de fond, peut-être que vous allez courir des 400 mètres à bloc sur une piste en guise de préparation ou d'améliorer une certaine qualité. Peut-être que vous allez faire des accélérations, vous allez faire des drills de vitesse, vous allez faire des jeux de pied, vous allez faire de la pliométrie.
peut-être pas au même volume que les athlètes de vitesse, mais tout le coffre d'outils de l'athlète de course, tous ces outils-là vont être utilisés plus ou moins en fonction de la distance dans laquelle vous voulez vous spécialiser. Même encore, si vous n'entraînez pas de coureur proprement dit, mais vous entraînez un joueur de foot, un joueur de soccer ou de n'importe quel sport collectif ou de mouvement, tous ces athlètes-là doivent bouger et si vous leur donnez des bonnes bases, ça va être vraiment plus facile. Ça, c'est notre plan de match. A-t-on besoin de savoir courir? C'est la première question sur laquelle on va s'interroger dans quelques minutes. Comment courez-vous? C'est que sûr et certain qu'on va aller évaluer notre technique de course avant que je commence à vous fournir de l'information sur comment courir. Parce que sinon, ça va vraiment fausser notre auto-analyse. Vous comprenez? Fait que avant, je vais parler un petit peu du besoin qu'on a d'apprendre à courir, mais il va falloir rapidement descendre et aller courir et comprendre comment faire l'auto-analyse de notre course à pied. Il va falloir le faire avec le plus d'honnêteté possible envers soi-même, parce que c'est sûr que là, si vous essayez de modifier votre technique parce que vous vous sentez évalué, bien, l'évaluation ne sera pas pertinente pour vous. Alors, c'est vraiment important de courir de façon la plus naturelle possible quand vous allez le faire. En même temps, ça va vous servir d'instruments que vous pourrez utiliser à votre tour pour évaluer la technique de course de votre clientèle qui vont le faire. Quand je parle d'évaluer la technique de course, là, je pense vraiment de faire un portrait global. Il existe des outils d'analyse comme le Gait Analysis où là, on va placer des rubans sur le corps et vraiment faire une analyse biomécanique avec la caméra de la technique de course, mais vraiment chaque angle de bras, d'angle. C'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. On va vraiment faire une analyse de course qui s'attarde un peu à quel type de coureur on est, quel type de tape au sol on a, quel type de cadence de course on a, quelle position on a de façon globale et comment on peut régler ça rapidement. Les forces en application en course à pied, c'est sûr qu'il faut comprendre les fondements du déplacement si on veut réussir à bien le corriger. La méthode pause, on va en parler un petit peu. La pratique et la préparation et la technique de course. Comment quantifier le stress mécanique? Vous savez qu'il y a plusieurs coureurs qui sont blessés. Et comment on peut quantifier ça pour éviter les blessures? Sur quoi courir et avec quoi? Puis on va terminer avec une période de questions. Petite période de questions après la théorie. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait après la pause? C'est qu'on retourne en bas et là, pratique, 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 pratique. On apprend l'échauffement, on apprend les différentes drills pour prévenir certaines problématiques. On utilise des techniques pour améliorer certaines failles de notre méthode de course, puis on va avancer ça jusqu'à la fin. Ça vous convient? Ça vous convient? Good. Fait que, a-t-on besoin de savoir courir? C'est le premier point que je veux aborder parce que pour plusieurs personnes, je pense qu'on assume que la course est naturelle, que les enfants courent, qu'on apprend à courir sans se faire enseigner à courir. Puis, à prime abord, je pense que c'est vrai. Sauf que, à cause des technologies, la chaussure, qui est venue changer un petit peu notre façon de courir, à cause des différentes informations qui circulent par rapport à la course à pied, quelle serait la meilleure façon de courir, à force de voir l'élite courir et se déplacer, bien, c'est venu un peu modifier notre image de ce que devrait être une course naturelle. Alors oui, c'est naturel de courir, mais est-ce que vous savez si votre façon de courir est réellement votre façon naturelle de courir? Ça, on n'est pas sûr parce que vous avez pu avoir plein d'influences dans le processus qui ont pu la modifier un petit peu. C'est ça qu'on va découvrir dans quelques instants. Fait que là, tout le monde est en chaussures, tout le monde est habillé pour courir. Est-ce que tous vos souliers sont attachés? Évaluez ça comme il faut. Vous pouvez descendre vos cahiers crayons en bas parce que peut-être vous allez vouloir prendre des notes sur l'évaluation qu'on va faire. On va descendre en bas, on va se rejoindre, puis on va commencer à évaluer notre technique. C'est parti. La course est démarrée. À mon signal, on commence à compter les foulées. Good. Maintenant, vous allez tous placer vos chaussures le long du mur. On va refaire l'expérience sans chaussures dans le sens anti-horaire.
À mon signal, vous allez commencer à compter vos foulées. Soutenez un rythme que vous pourriez maintenir pendant 30 minutes. Go! Je vais prendre le temps de vous montrer vraiment chaque détail de mon analyse, OK? Alors là, je vais commencer par faire mes moyennes. Ici, on a 39, ça va. Bon, ici, on va s'entendre sur 41,5. OK, pour JM? Ça va? OK. Ici, 44. 37,5. 37, 40, 40,5. 41. Ici, on a 36. 39,5. 39. Vous conviendrez avec moi que la méthode de mesure est quand même assez précise. Hein? OK? Donc, j'ai votre nombre de foulées sur 15 secondes ici. Fois 4, ça me donne vos foulées à la minute. Donc, quelqu'un qui a 40, c'est un 160. Quelqu'un qui a 45, c'est un 180. Ça va? Encore une fois, ici, on va faire les moyennes. 39, 45, ça va faire 40,5. 44,5. 40. 45,5, oui. 40,5. 41, 43, 42, 41,5, 36,5, 42, 40. Good. J'ai mes résultats d'analyse de ma cadence. OK? Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon groupe. Premier passage. Premier passage, lorsqu'on avait encore des chaussures. Tout mon monde qui est en bas de 40. Tous ceux qui sont en bas de 40, venez-vous-en avec moi. Sur la ligne ici. Parfait. Ça, c'est toutes mes en bas de 40. Je veux mes OK. OK. Ici, je veux mes 40 à... Bien, normalement, ce serait mes 40 à 44, mais il n'y a personne qui est à 45. Donc, tout le reste du groupe va être ici. Placez-vous là, sur cette deuxième ligne-là. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous demander? Au premier groupe, si vous avez migré vers l'autre catégorie, avancez avec eux maintenant, dans votre deuxième passage sans chaussures. Sinon, restez où vous êtes. T'es-tu monté en haut de 40? Parfait, ouais. Parfait. Ceux qui étaient déjà dans le premier groupe ici, OK? Ceux qui étaient déjà dans le premier groupe, est-ce qu'il y en a qui ont passé à 45 ou plus quand ils ont tombé sans chaussures? OK? Avancez à l'autre ligne. OK, 44, tu n'es pas loin. Il y en a une. OK? C'est quoi la tendance qu'on observe présentement, là? Qu'est-ce qui arrive? Il y a une augmentation du nombre de foulées quand on court sans chaussures dans la population moyenne d'environ 11 foulées à la minute lorsqu'on enlève nos chaussures. OK? Si vous aviez entre 3 et 4 foulées de différence, vous êtes dans la moyenne. Levez la main ceux qui est entre 3 et 4 foulées de différence. OK? Si vous avez pas de différence, qui n'avait pas de différence? Pas de grosse différence? OK. Qu'est-ce que ça veut dire et quelle conclusion qu'on tire de ça? Tout le monde a environ 11 foulées à la minute de différence entre chaussures et sans chaussures, puis il y en a qui n'en ont pas. Qu'est-ce que ça te dit? Okay. Ça nous dit que la chaussure affecte peu la façon dont tu cours. OK? Mais en général, la chaussure affecte beaucoup
la façon dont on court. OK? Ça ici, ça nous dit l'information suivante. Je sais